Olivier Cadic, mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs, chers collègues et amis, d'abord un grand merci aux organisateurs de ce colloque, de votre très aimable invitation pour y présider cette deuxième session donc sur les outils technologiques, innovation pour l'adaptation. Et je voudrais vous dire que je suis évidemment très heureux d'être parmi vous, d'abord du fait de notre lien avec le Liban. Vous savez que pour nous, le Liban est vraiment le pays qui a de nombreuses communautés et qui, très longtemps, plus que ça, était quasiment le seul pays où ces communautés se respectaient jusqu'au bout. Et c'est vrai que malheureusement, depuis 1975, les difficultés sont progressivement montées en puissance, mais nous sommes très attachés, la France, et moi qui suis un proche du président Chirac, je suis évidemment très conscient de sa sensibilité au Liban. Et bien sûr, alors, autre chose, je dois vous dire que dans ma ville, Bourges, eh bien, la rivière Loron passe à Bourges, mais ce n'est pas la même. Donc, l'anecdote est simplement là. Mais bien sûr, heureux aussi, au début de ces 2 intenses semaines de la COP 21, dans une actualité, vous le savez, particulièrement chargée, pour parler d'une problématique d'un très grand intérêt. Je trouve que d'ores et déjà, beaucoup de sujets ont été évoqués, et sur cette hydrodiplomatie et ce changement climatique pour la paix au Moyen-Orient. Alors, nous le savons, le Moyen-Orient est une région bien connue pour son climat aride ou semi-aride, où depuis toujours, l'eau a joué et joue encore un rôle essentiel dans la vie, parfois même dans la survie des populations qui sont concernées. La gestion collective et le partage équitable, et ça vient d'être évoqué très fortement, de cette ressource, d'autant plus précieuse qu'elle est relativement rare, intégralement répartie dans l'espace et dans le temps, y a été à l'origine et à la base de l'organisation des sociétés locales, de leurs premières règles communes et de leurs institutions politiques les plus anciennes, comme en témoigne le célèbre Code d'Hammurabi, gravé dans la pierre il y a maintenant 2500 ans, en Mésopotamie, le pays entre 2 fleuves, selon son étymologie grecque de cette région si tumultueuse. Je dois vous dire que ma génération, nous apprenions beaucoup à l'école sur la Mésopotamie. C'était un des sujets majeurs de notre enseignement. Toutes les activités humaines d'ordre économique, social ou culturel utilisent l'eau en quantité et qualité appropriées à leur utilisation. Et si les ressources en eau, qu'elles soient superficielles ou souterraines, sont suffisantes, eh bien, je dirais que les besoins peuvent être aisément satisfaits. Si tel n'est pas le cas, eh bien, l'eau, qui par nature est le sujet de multiples intérêts et d'inévitables conflits potentiels, petits ou grands, entre territoires, entre usagers ou entre bénéficiaires d'un même usage, eh bien, ça devient l'enjeu d'une compétition exacerbée par la pénurie à l'échelle locale, nationale ou supranationale. Qui plus est, et vous le savez, l'eau ignore toujours et partout les frontières administratives ou politiques créées par les hommes, ainsi les bassins hydrographiques comme les aquifères, eh bien, qui sont les espaces propres à l'eau, sont très souvent partagés entre plusieurs pays que la nature rend interdépendants et par conséquent, qu'ils le veuillent ou non, solidaires d'une même ressource essentielle et même vitale pour tous. Et sur ces sujets transfrontaliers, l'Académie de l'eau, que j'ai l'honneur de présider, est très investie dans toutes ces questions. C'est cette situation effectivement très délicate que l'on trouve aujourd'hui comme hier au Moyen-Orient. Et cette situation tend même à s'aggraver du fait de la conjugaison de la croissance démographique et de l'élévation du niveau de vie, avec les effets du changement climatique, comme ça a là aussi été évoqué, qui sont particulièrement préoccupants dans le bassin méditerranéen.
Les experts du GIEC, du groupe intergouvernemental d'études du climat, prévoient, nous le savons, une réduction de l'enneigement des glaces, de l'enneigement d'une part, des glaces en altitude et de la pluviométrie dans la zone méditerranéenne. Ce n'est pas le cas d'ailleurs dans l'ensemble de la planète, mais dans cette zone-là. D'où il y a une diminution notable de l'alimentation des nappes souterraines et du débit des rivières, notamment en été, alors que les besoins en eau, nous le savons, sont les plus importants à cette période de l'année. La qualité de l'eau elle-même risque, il faut bien le dire, de se trouver dégradée. Les enjeux sont donc tout à fait considérables. Dans un contexte, vous le savez encore mieux que nous, mais extrêmement complexe et sensible, comme l'actualité nous le rappelle quotidiennement. Il est donc aujourd'hui absolument impératif d'étudier, d'adapter, de mettre en œuvre dans les meilleurs délais des mesures d'adaptation adéquates, je dirais. Et c'est précisément l'objet de notre session, de contribuer à relever ce défi des temps modernes avec cette question essentielle qu'est celle de la technologie. Mais la technologie peut apporter, il faut aussi qu'il y ait, comme ça vient d'être évoqué tout à l'heure, le reste, le niveau politique également et le niveau d'éducation. Voilà ce que je tenais à dire un petit peu en introduction de cette session. Et je vais maintenant donner la parole aux universitaires appelés à y intervenir conformément au programme prévu. Ce qui est intéressant d'avoir les universitaires, c'est aussi ce qui a été évoqué dans la première session, c'est-à-dire la question de l'éducation, qui est fondamentale au niveau de la population. Je vais donc vous donner la parole.